Salut les artistes, alors aujourd'hui c'est le tour de la FX3, donc c'est la review complète de ce boîtier, ou plus ou moins complète. C'est une vidéo qui vient en complément du reportage et du making of que je viens de sortir il y a quelques jours sur la chaîne. D'ailleurs j'en profite pour vous dire un grand merci à tous ceux qui ont regardé ces vidéos et qui ont aussi participé dans les commentaires. Vous avez été très présents, très réactifs, et j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup ce format de reportage plus le making of qui va derrière. Et moi je prends en plus beaucoup de plaisir à les faire, donc ça va continuer, ça c'est sûr. Donc voilà, juste un grand merci à vous, c'est toujours génialissime d'avoir vos retours et de voir votre bonne humeur dans les commentaires. Alors concernant la review de la FX3, elle va être un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'en fait j'ai gardé le boîtier beaucoup moins longtemps que la 7S3. Et puis du coup, comme c'est un boîtier quand même assez similaire justement à la 7S3, je vais surtout vous parler un petit peu de l'autofocus, du rolling shutter, je vais vous montrer quelques comparaisons, quelques plans en S-Log, et puis il y aura aussi une petite partie sur l'ergonomie et les différences justement avec la 7S3. Voilà, parce que je sais que certains d'entre vous hésitent justement entre ces deux boîtiers, donc j'espère pouvoir peut-être éclaircir les choses, vous faire évoluer un peu vos avis et peut-être vos doutes. Alors la FX3, pour la remettre dans son contexte, c'est une caméra cinéma. En tout cas, elle fait partie concrètement de la gamme cinéma chez Sony. Alors dans cette gamme, il y a aussi la FX6 et la FX9, et plus le chiffre est haut et plus la caméra est censée être performante et aussi beaucoup plus chère. Donc la FX3, c'est la toute première, c'est désormais l'entrée de gamme justement de cette série cinéma chez Sony. Et même si ça reste quand même un boîtier assez cher pour le grand public, il est quand même beaucoup plus accessible que la FX6 et la FX9. Alors à sa sortie, il y a eu pas mal de bruit un petit peu au sujet de son appartenance justement à cette gamme cinéma. Certains considèrent qu'elle appartient plutôt à la gamme des appareils photo hybrides. D'ailleurs sur le site Sony, on peut trouver la FX3 dans la gamme des appareils photo à objectif interchangeable. Donc au même endroit que la 7S3, la 7R4, la 7R3, la 7III et toute la liste. Donc je pense que même pour eux, ils la considèrent un petit peu comme une caméra hybride. Et je pense que c'est le cas, elle est un peu à mi-chemin entre la gamme cinéma et les appareils photo classiques hybrides. Alors la FX3, sur le papier, c'est vraiment une copie de la 7S3. Elle a un capteur plein format CMOS rétroéclairé de 10,2 mégapixels en vidéo. La caméra est aussi équipée du dernier processeur Bion Z XR. Alors on retrouve les mêmes performances que pour la 7S3, on a de la 4K à 120 images par seconde avec un léger crop. On peut enregistrer aussi de la 4K Ultra HD en 422 10 bits en interne sur les cartes. Alors on retrouve les derniers codecs du XAVCS Intra, du XAVCS Longop ou du XAVC HS avec une compression supérieure en H265. Bref, c'est une machine, on peut dire, conçue sans hésitation pour la vidéo. Ensuite, au niveau de l'autofocus, encore une fois, c'est au même niveau que la 7S3. Pour moi, c'est tout bonnement un des meilleurs autofocus du marché. Il est ultra rapide, très réactif. Là, je vous ai fait un test avec le 35 mm f1.4 de chez Sony. Je suis à pleine ouverture et tu vois qu'il suit sans trop de problèmes le visage. D'ailleurs, il possède la détection de l'œil en vidéo. Et ça lui permet de rester précis sur l'œil, même avec une profondeur de champ très fine. Alors là, d'ailleurs, c'est l'occasion, tu peux voir le focus breathing de ce 35 mm, il est assez présent sur cet objectif. En fait, il y a une légère évolution de la focale en fonction de la distance de mise au point. Donc c'est vrai qu'en vidéo, avec cet objectif, il faut faire attention quand on utilise l'autofocus. Je vous ai fait aussi le test en basse lumière. Là, je suis dans le garage. Il y a juste une petite ouverture devant. Je suis à 12800 ISO. Et tu peux voir que le boîtier ne perd pas le visage, il ne perd pas l'œil. Il est aussi réactif dans de faibles conditions lumineuses. Alors, on peut ressentir des petits à-coups en arrière-plan sur les bords de l'image, mais ça, c'est surtout dû au focus breathing de l'objectif. Et puis encore plus compliqué, j'ai fait le même test au même endroit, mais à contre-jour. Et encore une fois, il s'en sort assez bien, je trouve. J'ai fait aussi quelques plans de comparaison entre la FX3 et la 7III. Alors ça aurait été mieux, c'est vrai, de le faire avec la 7S3, mais malheureusement j'avais déjà rendu le boîtier, donc c'est toujours mieux que rien. Et puis la 7III, ça reste quand même un bon boîtier, donc personnellement j'étais assez curieux de voir comment il se compare. Alors j'ai utilisé exactement les mêmes réglages, même exposition, même température de couleur et même objectif, et j'ai filmé en S-Log 3 avec les deux boîtiers. Par contre la 7III, on le sait, il n'enregistre que sur 8 bits contre 10 bits pour la FX3.
FX3. Donc d'après mes tests, eh bien la différence est quand même assez visible. Alors peut-être que c'est lié au log, j'aurais peut-être dû les comparer avec le profil standard. En tout cas, la 7.3 est moins contrastée que la FX3. Pourtant, j'ai appliqué vraiment les mêmes réglages au tournage et le même étalonnage avec la même lutte de conversion. Et puis aussi, l'image de la 7.3, elle me paraît plus magenta. Donc là, bon, la FX3 semble offrir une image quand même beaucoup plus intéressante. Après, il faudrait pousser un petit peu plus loin la comparaison et après, on est d'accord, il faudrait des comparaisons plus longues et peut-être un peu plus complètes. Alors, autre point positif, c'est la durée d'enregistrement. Déjà, elle n'est pas limitée à 30 minutes, c'est vraiment illimité. Et puis, le boîtier ne surchauffe pas. En tout cas, moi, je n'ai pas expérimenté de surchauffe pendant mes tests. Et ça, c'est une des différences majeures par rapport à la 7S3, c'est que la FX3, elle dispose d'un ventilateur intégré à son boîtier, alors que pour la 7S3, c'est un dissipateur qui se trouve au niveau du capteur. Voilà, de mes tests avec la 7S3, il a quand même une bonne gestion de la température également. Alors pour la durée d'enregistrement, j'ai fait un seul test avec la FX3, j'ai filmé en 4K 4:2 sur 10 bits en intra. Ça a filmé environ pendant 84 minutes, jusqu'à temps en fait que les deux cartes mémoire soient pleines. J'avais deux cartes de 80 Go, et tu vois aussi qu'il reste un peu plus de 20% de la batterie. Donc ça, c'est un autre élément assez positif sur ce boîtier, c'est les NPZ100. Ce sont de très bonnes batteries. Sur mon reportage, par exemple, j'ai filmé toute la journée et j'ai dû utiliser, je pense, peut-être deux batteries et demie, et j'ai eu vraiment aucun symbole de surchauffe pendant le reportage. Donc je pense que c'est un boîtier qu'on pourrait envisager aussi pour de la captation, par exemple. Au niveau des cartes mémoire, c'est comme pour la 7S3, donc deux emplacements pour carte SD ou CF Express de type A. Je pense que c'est quand même important d'avoir ce genre de carte sur ce boîtier si vous voulez vraiment utiliser les formats les plus lourds de cette caméra, ou en tout cas avec une carte SD en V90 comme celle de la série TOF chez Sony, parce que c'est vrai que les CF Express, elles sont très chères. Celles en 160 Go, elles sont quasiment à 400 € et c'est une seule carte. Donc c'est vrai que là, l'investissement est quand même très important. Mais voilà, pensez quand même à la carte. De toute façon, si votre carte n'est pas assez puissante, la caméra ne va pas vous laisser utiliser le format et vous préviendra. Même chose pour les connectiques, on a une prise micro jack, une prise casque, du micro USB de type C, du micro USB et une connecteur HDMI type A, donc plein format. Donc tout est là. D'ailleurs en HDMI, on peut sortir un RAW 16 bits qui est converti en 12 bits via l'Atomos. Donc c'est du 4264 par 2408 et on peut enregistrer par exemple du ProRes RAW. Ensuite, on retrouve aussi un écran orientable monté sur rotule. Il a une définition d'1,44 million de points. Alors on pourrait espérer peut-être mieux par la suite, comme on n'a pas de viseur, peut-être que l'écran aurait pu être un petit peu de meilleure qualité. Alors un autre élément qui va différencier un peu plus la FX3 de la 7S3, c'est les lumières témoins, ces lumières rouges qui indiquent que la caméra est tout simplement en train d'enregistrer. Alors sur la 7S3, il y a une nouvelle option qui permet de faire apparaître un encadré rouge autour de l'écran quand on filme, et on a exactement la même chose sur la FX3, mais en plus de ça, on a des petits témoins lumineux. On a le bouton REC qui va s'illuminer, on a une diode aussi au-dessus de l'écran, et puis on en a une autre qui se trouve devant sur l'épaule gauche. Donc voilà, tout ça, ça va être bien visible de devant et de derrière la caméra. Généralement, ces lumières témoins, on les retrouve plutôt sur les caméras de gamme supérieure et assez peu sur les appareils photo. Bon, ça arrive que parfois on n'a pas envie de signaler justement qu'on est en train de filmer, mais voilà, sachez que l'option existe et c'est possible. Ensuite, au niveau de l'apparence, il est un peu différent de la 7S3. On a le bouton d'enregistrement qui est bien mis en évidence, il est encore plus large, et d'ailleurs, il y a même un deuxième bouton d'enregistrement devant la caméra. Donc on sent qu'il est encore plus conçu pour la vidéo que la 7S3. Sur l'épaule droite, autour du déclencheur, on a également une commande de zoom, voilà, pour contrôler justement la focale de certains objectifs qui sont compatibles avec cette option. On remarque aussi que les commandes attribuées aux boutons sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur les appareils photo hybrides. Tu vois que certaines commandes sont clairement identifiées. On a les zébras, le shutter, le peaking, le focus mag, la balance des blancs, les ISO, l'iris. Donc tout ça, en fait, c'est du vocabulaire qui est lié à la vidéo. Bien sûr, on peut personnaliser chaque bouton, mais comme ils sont identifiés assez clairement, je trouve personnellement qu'il vaut mieux les laisser comme ils sont. Voilà, par défaut, ça sera quand même beaucoup plus clair.
Sony annonce aussi qu'il a retravaillé tous les points d'entrée du boîtier pour améliorer un petit peu l'étanchéité et la résistance aux poussières. Et justement, c'est vrai que dans la Forge, il y avait pas mal de particules, de copeaux de bois, de poussière qui volaient un petit peu dans tous les sens. Et la FX3 s'en est pris pas mal, mais voilà, à ma connaissance, j'ai pas eu de soucis particuliers. Et puis ensuite, au niveau de la conception, tu vois qu'on a des points de vis un peu partout sur le corps du boîtier. Ça, c'est très symptomatique des caméras cinéma. C'est un peu ce qui va le différencier de la 7S III, ça va être l'accessoirisation. Alors après, c'est vrai que maintenant, on a des cages un petit peu qui sont conçues pour tous les boîtiers, et même pour la 7S III, donc au final, ça revient quasiment au même. Mais là, évidemment, l'intérêt, c'est que tout est prévu de base sur le boîtier. On a des points d'attache un peu partout. Alors par exemple, on peut l'équiper d'une poignée latérale. Là, c'est une poignée Smallry que j'avais acheté il y a quelques années pour la 7 III. On peut la fixer directement sur le côté de la FX3. Seulement là, le truc, c'est qu'il y a un seul point de vissage sur le côté. Moi, sur ma poignée, par contre, il y en a deux. Alors à la limite, c'est pas grave, je peux enlever une vis et voilà, en utiliser qu'une seule. Mais c'est dommage de ne pas avoir prévu deux emplacements à visser à cet endroit-là, parce que du coup, l'ensemble serait quand même beaucoup plus stable, alors que là, la poignée risque de pivoter. Ensuite, l'autre nouveauté de cette FX3, c'est qu'elle est fournie avec une poignée portant deux adaptateurs XLR et une prise micro jack. Et cette poignée, elle vient se fixer sur la grille flash du boîtier, mais en plus de ça, elle vient aussi se visser directement sur le boîtier au niveau des points d'attache à côté. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, on a vraiment quelque chose de très solide, très stable. Après, au niveau de la conception de la poignée, peut-être que ça pourrait s'améliorer un petit peu. Je trouve que la poignée est assez petite, c'est difficile de la prendre en pleine main. Après, j'en ai parlé dans le making-of de mon reportage filmé avec la FX3. On peut l'équiper d'un moniteur parce qu'il y a deux points de vissage sur la poignée, mais justement, une fois que tu rajoutes le moniteur, eh bien, on a encore moins de place pour la prise en main. À part ça, la poignée, elle rajoute quand même des adaptateurs XLR, donc comme ça on peut brancher un micro-canon professionnel, ça c'est assez pratique, voire même un micro-caméra ou un micro-cravate en micro-jack parce qu'il y a une connectique pour le faire. Le seul truc qui m'a un petit peu embêté, c'est que si on utilise un micro qui a un diamètre plus petit, on va pas pouvoir le loger correctement dans l'emplacement pour le micro parce que il a une taille prédéfinie. Et du coup, moi, quand j'ai fait le test avec le Dative emic D3 Pro, c'est le micro que j'utilise pas mal sur mes caméras en ce moment, et bien je n'ai pas pu l'utiliser avec cette configuration parce que il n'est pas maintenu fermement par l'adaptateur. Donc c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un système en fait qui vient vraiment s'adapter au diamètre du micro. Autrement, au niveau des menus, j'y reviens pas, c'est les derniers qu'on retrouve aussi sur la 7S III, donc je trouve qu'ils sont plus intuitifs et donc ça c'est assez pratique. La FX3, elle est également stabilisée naturellement au niveau du capteur et c'est une des grosses différences avec les autres caméras cinéma. Habituellement, elles n'ont pas ce genre de stabilisation. Donc là, par exemple, on peut utiliser une focale fixe non stabilisée à main levée et avoir quand même un rendu assez stable. Et puis comme pour la 7S III, il y a le deuxième mode, la stabilisation active, qui est pas trop mal. Honnêtement, je l'ai pas mal utilisé en fait sur mes reportages. Il y a un léger crop, mais je trouve que c'est assez pratique à main levée. Donc voilà, au niveau des performances, vous les connaissez, c'est les mêmes que celles de la 7S III. Alors, c'est pas du tout négatif quand je dis ça, hein, parce que justement, tu peux enregistrer en 4K Ultra HD en 4.22 10 bits en interne, ça c'est vraiment bien. Tu as aussi tous les profils d'images qu'on aime avoir sur un boîtier, dont le nouveau S-Cineton. Je l'ai pas trop testé, c'est vrai, dans cette review avec la FX3, je l'ai plutôt essayé avec la 7S III, donc vous aurez plus d'infos sur la review de ce boîtier. Et puis voilà, vous avez vu le reportage que j'ai entièrement filmé à la FX3, j'ai tout filmé en S-Log 3, et franchement j'ai même repris goût à l'étalonnage, j'avais l'impression d'être sur le RAW d'une photo. On a vraiment une latitude de travail très importante, et ça c'est super agréable. Donc vraiment, on a une caméra totalement opérationnelle pour de la vidéo, et même à un niveau professionnel. Alors est-ce qu'on peut faire des photos? Oui, c'est possible. Alors moi j'en ai pas trop fait, mais par contre j'ai pas mal utilisé l'option qui permet de sortir une capture photo à partir d'une vidéo sur le boîtier. Donc ça va nous sortir un fichier en fait HEIF, et ensuite on va pouvoir convertir ce fichier soit en JPEG, soit en TIFF. Et justement les dernières photos du reportage que je vous ai partagées sur les réseaux sociaux, dont Instagram, c'est des photos qui sont tirées de mes vidéos de la FX3. Alors au niveau du prix, on la trouve aux alentours de 4 699 €.
Et je rappelle, l'A7S III, on le trouve aux alentours de 4199 €. Donc là, ce pack, à ce prix-là, ça comprend aussi la poignée qui vient se mettre sur la grille flash avec le module audio et les adaptateurs XLR. Et si on prend en référence l'adaptateur XLR K3M qui existe déjà depuis plusieurs années. Lui, il est vendu aujourd'hui séparément pour 549 €. Donc si on le prend comme référence et qu'on le déduit de la somme d'origine, voilà, on arrive à peu près sur un prix proche de celui de la 7S III. Sauf que là, on n'a pas le micro Sony qui habituellement est intégré avec l'adaptateur XLR K3M. Donc c'est vrai que ça aurait été un petit plus assez intéressant d'avoir ce micro dans ce pack. Donc voilà, je trouve personnellement qu'on est sur un prix à peu près standard. La FX6, elle est plutôt aux alentours de 6600 € et le Canon C70, lui, il est plutôt aux alentours de 5400 €. Donc voilà, moi, le prix me surprend pas trop. Après, c'est clair que ça fait quand même une certaine somme et il faut bien réfléchir de son achat en amont. Alors du coup, si je devais vous donner mon avis personnel sur cette caméra, je la trouve franchement très bien. Moi, je suis pas difficile, hein. Je l'ai utilisée sur le terrain concrètement pour le reportage. J'ai passé la journée avec, j'ai filmé entièrement la journée et tout le reportage avec. Et j'ai vraiment eu une bonne expérience avec. En tout cas, je suis vraiment content du résultat que j'ai pu produire avec cette caméra. J'ai pu l'accessoiriser comme je voulais et voilà, elle a tenu le coup vraiment toute la journée. J'ai pas rencontré de problèmes techniques pendant le tournage. Alors si je devais vous faire un résumé subjectif évidemment des points positifs, eh bien ça serait d'abord les performances. On a de la 4K 120 images par seconde avec un léger crop ou à 60 images par seconde sans crop. On a du 4:2 10 bits en interne avec des débits assez élevés, donc pour l'étalonnage c'est génial. On a aussi le nouveau profil de couleur, le S-Cineton, c'est un profil assez intéressant. Je l'ai plutôt testé sur la review de la 7S III. C'est un profil qui nécessite beaucoup moins d'étalonnage, hein. Il est presque prêt à l'emploi dès le début. Il a une plage dynamique inférieure au S-Log, mais un peu plus large quand même que le PP-Off, donc le profil standard. Autre point positif, il y a vraiment très peu de rolling shutter. L'autofocus, on en a parlé, super réactif, très rapide, avec la détection de l'œil en vidéo, donc ça c'est génial. Et puis aussi la gestion du grain en fonction de la montée en ISO, j'en ai pas trop parlé là dans cette review. C'est la même chose justement que la 7S III, hein. Il y a cette histoire de double gain, même si c'est pas reconnu par la marque officiellement, mais c'est le cas. Et par exemple en S-Log, à 12800 ISO, on retrouve une image beaucoup plus propre, avec un grain beaucoup plus léger et discret. Donc c'est une caméra vraiment très performante quand vous filmez en basse lumière, mais c'est le cas déjà depuis pas mal de temps sur les boîtiers Sony. On a également un boîtier qui reste léger, compact, mais quand même assez solide. De plus, le boîtier ne surchauffe pas, il est bien ventilé et il n'y a pas de limite d'enregistrement. On a aussi les nouveaux menus Sony qui sont plus intuitifs, beaucoup plus abordables par rapport aux menus précédents. C'est les mêmes menus que ceux de la 7S III. Et puis on a aussi un écran orientable monté sur rotule, hein, c'est bien de le rappeler, ça c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi les témoins lumineux, hein, je les mettrai dans les points positifs, ça peut être assez pratique, surtout quand j'utilise l'Atomos, j'en vois pas les displays sur le moniteur, donc je vois pas si ça enregistre ou pas. Et du coup, juste avec un petit coup d'œil sur l'écran LCD de la FX3, on voit tout de suite si ça enregistre, et puis on a toutes les diodes rouges voilà, qui sont apparentes. Donc voilà, pour moi c'est un petit point positif. Et puis pour finir, je dirais l'autonomie de la caméra. Moi, je suis vraiment très fan des NPZ 100, voilà, les batteries Sony qu'on retrouve sur la plupart des boîtiers plein format. Elles sont vraiment très performantes et ça, c'est bien pratique en tournage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cette caméra? On n'a pas les ND intégrés au boîtier. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très pratique, mais c'est encore réservé aux caméras de gamme supérieure dans les gammes cinéma. Alors, on a perdu le viseur. On peut le voir aussi comme un petit point négatif. Pour moi, personnellement, c'est pas un problème du tout, je l'utilise jamais, mais je peux comprendre totalement qu'en fonction des habitudes, voilà, ça peut être une gêne de ne pas avoir de viseur. Pour certains, l'écran LCD il est trop petit, on voit pas très clairement ce qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte, hein. La 7S III a un viseur, un très bon viseur, mais la FX3 n'en a pas. Après, avec la FX3, je conseille quand même d'utiliser un moniteur externe. Moi, j'ai utilisé mon Atomos Ninja 5 sur le tournage, sur le dernier reportage, et c'est vrai que c'est quand même bien plus pratique que l'écran LCD de la caméra. On voit clairement le point, et avec le focus picking, je trouve qu'on travaille beaucoup mieux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'option de choisir l'angle d'obturation. Là, on peut juste contrôler le shutter. Ça encore, c'est un élément qu'on retrouve plutôt sur les gammes supérieures chez Sony. Et puis on n'a pas non plus la vraie 4K, la 4K DCI, et on n'a pas non plus de waveform, hein. C'est vrai que c'est
un outil d'aide à l'exposition assez utilisé dans le monde pro. Là, on l'a pas, donc ça peut être considéré aussi comme un point négatif. Donc voilà grosso modo un petit peu la balance pour la FX3, c'est mon résumé évidemment personnel et subjectif. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu si vous aviez une hésitation entre la 7S3 et la FX3. Je pense que si votre intérêt se porte essentiellement sur la vidéo, la FX3 sera peut-être plus intéressante, en tout cas elle est vraiment conçue pour la vidéo. Après, si vous voulez quand même avoir un boîtier un tout petit peu plus polyvalent, notamment pour l'aspect de la photo, et si le viseur c'est quelque chose d'important pour vous, alors dans ce cas-là, je vous orienterai plutôt sur la 7S3. Quoi qu'il arrive, on le sait, les performances sont vraiment identiques et l'image en sortie sera quasiment similaire. Voilà les amis pour la review de cette FX3, et puis j'attends évidemment vos retours dans les commentaires. Allez, on se dit à la prochaine, ciao les artistes!